T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, à ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un couple de sportifs engagés autour de notre micro, Coco et Guigui, ou Coco Guy. Bienvenue à tous les deux, vous me donnerez vos prénoms dans votre présentation un peu plus tard. De l'ultra cycling au trip Ironman pour traverser la France, ils se fixent des défis fous jusqu'à alerte spoiler organiser aujourd'hui leur propre événement sportif. Bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup. Et aujourd'hui je suis accompagné de Mélène et Joji. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas? Ça marche. Alors, moi, c'est Constance, mais au petit surnom plus exotique, Coco. Je bosse en tant que freelance en social media manager. Et à mes heures perdues, je fais un peu de vélo et un peu de course à pied pour faire des défis plus fous les uns que les autres. Pas qu'un peu, j'ai l'impression. Ouais. On va y revenir, mais... Les heures pas si perdues. Et de mon côté, du coup, Guillaume, je travaille pour Axio, AKTIO, qui est une boîte qui fait des bilans carbone. Et à côté de ça, pareil, j'essaye de faire un peu de vélo quand je peux, un peu de course à pied aussi. Et puis voilà, on a une vraie passion défi, et donc l'idée c'est d'un peu de trouver des défis qui nous motivent, et puis d'inspirer aussi par nos engagements aussi environnementaux et sociaux. Donc on pourra en parler plus tard, mais voilà, c'est nos deux grands objectifs qui nous motivent tous les jours. Et comment vous êtes venus l'un et l'autre à faire autant de sport? Est-ce que dans votre enfance Ils en font qu'un peu, ils ont dit. Ils en font pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Un peu, c'est quoi? C'est 15-20 heures par semaine? Non, pour ma part, moi je suis une enfant qui a touché un peu à tout en sport, sans trouver de réelle passion, et le badminton, et le judo, et la natation, et tout le tralala. Pour au final faire la classique, un petit peu de course à pied quand on est en études pour s'entretenir entre 2-3 soirées et 2-3 cours. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai rencontré Guillaume, qui lui, pour le coup, expliquera après, vient d'un milieu très sportif, m'a passé sa passion pour le sport, et de fil en aiguille, on en a fait notre vie et puis nos aventures. Ouais, moi depuis que je suis tout petit, je fais surtout de la natation. En fait, je viens de ça à la base. Jusqu'au lycée, j'en faisais peut-être une quinzaine d'heures par semaine. J'étais dans un bon club en région parisienne à la fin de mes études, le CNO Saint-Germain-en-Laye. Et du coup, voilà, j'étais dans un groupe haut niveau avec un coach qui allait au JO, etc. Donc, j'avais vraiment cette mentalité performance. Et ça me plaisait de fou. Et après, passage obligé, prépa, école de commerce. Donc là, je savais plus ce que c'était que le sport. Je faisais des petits 10 km ici et là, et je voyais que ça marchait pas trop mal. Et du coup, quand mon frère s'est mis au triathlon, on s'y est mis aussi. J'ai un pote qui s'est lancé sur le défi de faire l'Ambraman. Donc, allez, go, j'avais pas de triathlon dans les jambes avant, et puis on s'est dit, vas-y, on va faire l'Ambraman ensemble. Oh bah oui, c'est facile pour commencer. Ouais. Nickel. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait au tout début. Pendant longtemps, je détestais le vélo. Même après l'Ambraman, etc., je détestais le vélo. Et en fait, le déclic, ça a été quand
quand je me suis inscrit à la Race Cross France et que du coup j'ai fait ma première sortie de 300 bandes où j'étais descendu du Vercors jusqu'à la Côte d'Azur à vélo, et là j'ai vu que tu vois, je sais pas, 5 paysages différents, enfin 5 régions un peu différentes, et là tu te dis mais c'est incroyable quoi, je peux voir tout ça juste sur mon vélo en une journée, et voilà, ça a tout changé quoi. Là, plus de natation, la course à pied elle est passée au second rang, et puis on a préféré le vélo, et après avec Constance du coup on a fait plein de voyages à vélo, on pourra en reparler, ouais. Est-ce que c'est ça un peu le déclic entre le sport performance, entre guillemets, quand tu fais de la natation ou quand tu fais des 10K? Enfin, la Race Cross France, c'est une performance, hein, mais là, tu passes sur du long et sur de l'ultra, c'est plus la même performance. Est-ce que c'est ça, justement, qui a fait la transition où tu te dis, j'ai plus forcément envie de faire du court et de me mettre 100%, mais de changer un petit peu et de découvrir des choses et de faire un autre effort? En fait, je pense que c'était une manière différente de voir le sport. Mais il y a toujours quand même cet aspect performance. Alors pour pas mal de personnes en ultra, chacun y trouve un peu son compte. Il y en a qui c'est le voyage, il y en a ça va être les paysages, d'autres voilà, juste se découvrir soi-même. Moi j'ai pas le cas. Voilà, les gens qui me connaissent bien savent qu'il y a quand même ce côté performance. Un truc que je trouve ouf dans l'ultra, c'est que sur la Race Cross France ou d'autres courses qu'on va faire qui vont peut-être durer quasi une semaine, n'importe quel moment de la journée, que tu sois en train de manger, que tu sois en train de dormir ou quoi, t'es en train de faire une course. Et ça, quand t'es compétiteur, c'est ouf, quoi. Et donc, du coup, tu vois, sur la Race Cross France, je regardais chaque pause repas que je faisais. Enfin, j'essayais de tout optimiser. Même quand j'allais aux toilettes, je regardais combien de temps je mettais. Ok, je savais ce que c'était, une pause toilette longue, une pause toilette courte. Donc non, j'avais quand même l'aspect performance. T'optimisais transition. On a eu l'occasion d'en prendre conscience au Bakiman Portugal, et c'est vrai que nous, on faisait pas le chronomètre, mais des fois, on se disait... Putain, on a pris longtemps pour manger là quand même. C'était 3 heures l'apéro là, non? C'était un peu long quoi. Mais ouais, ok. Et comment juste question autour de vous deux avant de rentrer un peu plus sur différents sujets. Comment vous vous êtes rencontrés? Je crois qu'il y a le Japon qui est impliqué là-dedans, c'est ça? Ouais. Du coup, moi j'étais en échange de fin d'études à Tokyo, et Constance allait voir un pote à elle à Osaka. Et il se trouve que elle était passée à Tokyo parce que voilà, c'est quand même un des must à visiter au Japon. On s'est rencontrés dans un bar par hasard. Il y avait elle était avec son groupe de potes japonais, moi j'étais avec mon pote hongrois, et du coup on a parlé anglais toute la soirée. Chacun pensait que l'autre était canadien, et au bout d'un moment on se rend compte qu'en fait on est français. Et moi, je lui dis, oh non, pas une Française, parce que j'étais écœuré de rencontrer une Française à l'autre bout du monde. Et elle se dit, putain, mais c'est qui ce con pour qui il me prend il est hautain et tout, il est odieux. Et du coup, voilà, je pense que ça a fait l'électrochoc, mais il y a quand même un peu eu... en vrai, c'était un peu comme dans un film, quoi. Dès qu'on est rentré dans le bar, on s'est vraiment fixé du regard un peu en mode coup de foudre. Et là, il y a 2 semaines, j'ai demandé à Constance si elle voulait m'épouser, et on est fiancés maintenant. Donc voilà, quoi. Génial. Félicitations. Félicitations. Un peu de romance, ça fait du bien. Belle histoire. Et on aurait dû commencer par te souhaiter un joyeux anniversaire aussi. On aurait dû commencer par te souhaiter un joyeux anniversaire aussi, Guillaume. Donc félicitations à vous deux, parce que c'est aujourd'hui ton anniversaire, le jour où on enregistre. Joyeux anniversaire. Ok. Et du coup, ok, vous êtes rencontrés au Japon, passion pour le sport tous les deux. Enfin, t'as transmis un peu peut-être la passion de l'ultra encore plus à Constance. Et aujourd'hui, vous avez réalisé quel type d'épreuve ensemble, enfin à deux, ou alors soit vous êtes tous les deux en train de faire l'épreuve, soit on va le voir peut-être avec le triple Ironman qu'on souhaiterait aborder, parce que c'est un peu comme ça qu'on vous a connu. Il y a aussi un travail de l'ombre pour qu'une épreuve comme ça se passe bien, de Constance ou de Guillaume parfois peut-être. Alors de manière générale, non, alors les années passées, Guillaume participait aux épreuves, et vu que moi je débutais un peu dans le sport de manière générale, je faisais des petits trucs, des petits 10 kills, des petites sorties vélo, etc. Et on est venu l'année dernière donc vivre en Espagne. Il s'est avéré que on décidait de faire un périple à vélo entre c'était Valence à Séville. On partait à Grenade, pardon. On partait pour 10 jours en fait pour faire le Pico Veleta, qui est le
le sommet le plus haut d'Europe, donc qui se trouve à Grenade. Le col routier le plus haut d'Europe. Ouais, une sacrée ascension. Le plus à vélo. Je sais pas si vous connaissez un peu, mais il y a du dénivelé là-bas. Non, mais vous m'en avez parlé la dernière fois, j'ai regardé et j'ai vu que c'était très très long. Ouais, c'est un quasi double Ventoux, quoi. Ah oui. 40 bandes de montée à 8% de moyenne, je crois. Ouais, sympa. Petite balade. Et non, juste pour compléter, du coup, ouais, en fait, on devait faire un stage de une semaine entre nous, quoi, là-bas. Et au final, on a poussé jusqu'à Séville parce qu'il y avait un match de l'Euro là-bas. Au final, on n'est pas du tout allé à l'Euro. Et arrivé à Séville, on se rend compte que la frontière avec le Portugal était pas si loin. Ouais. Et donc, on est remonté jusqu'à Porto à vélo, ce qui nous a fait, je crois, on est parti 10 jours, on a fait 1600 km. Ouais, peut-être un peu moins. Un petit peu moins, 1400, ou quelque chose comme ça, à la grosse. Et puis, de là, on a commencé à vraiment accentuer les week-ends de droite et de gauche à vélo, ce qui nous a permis de visiter pas mal de régions en Espagne. Et puis il y a 2 mois de ça, on a décidé de se lancer tous les deux dans la Desertus Bike, donc qui était la course de 1250 km du sud de la France jusqu'au sud de l'Espagne, qui était pour moi ma première course, pour un peu plus comprendre comment fonctionnait ce milieu-là, et puis surtout pour enfin tenter l'expérience. Guillaume m'avait mis un pied dedans. C'est bien de s'entraîner, c'est bien de faire du vélo, de voyage, on va dire, à la cool bikepacking. Mais là, c'était une vraie course où, comme il dit, tu dois tout prévoir, tout est compté, tu vas te chercher mentalement et physiquement. Ouais, c'est un peu différent que juste voyager en vélo, même si déjà, c'est déjà quelque chose de faire autant de distance, ne serait-ce que pour voyager. Quoi. C'est clair. C'est clair. Donc voilà, c'est comme ça qu'on en est venu là, et puis ça va continuer. Ouais. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que ça s'est bien passé pour toi, Constance ? Est-ce que t'as envie Ça s'est très bien passé. C'était très très cool. J'ai été mise dans l'ambiance très rapidement vu qu'on a eu des conditions climatiques très difficiles. Et moi qui suis de nature très frileuse, c'était ma première peur, c'était de ne pas tenir face au froid. Et au final, en fait, je pense que tu es tellement dans la course, tu es tellement pris par la compétition que ton corps s'habitue, en fait, on va dire, aux éléments extrêmes. Il y a pire dans la vie quand même. Et puis ouais, il y avait le côté challenging de vraiment réussir à aller chercher les checkpoints, d'aller chercher physiquement parce que mes genoux m'ont lâché à un certain moment. Et puis le plaisir dans l'effort, en fait, c'est vraiment ça qui est bizarre et que tant que tu essaies d'être, tu peux pas comprendre, mais c'est le plaisir dans la douleur. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu masochiste, mais que tu retrouves souvent une fois que tu as fini. Oui, que tu retrouves. Ouais. Souvent, c'est un jour après où tu dis putain, c'était quand même cool. C'est que sur le moment, t'as un peu de mal à apprécier. Sur le moment, tu dis plus jamais, putain, mais qu'est-ce que je fais ça mais du coup, pour resituer la Desertus Bike, c'était, tu l'as dit, la distance pour le rappeler, juste au total. C'était 1250 km de Anglette à Malaga. Ouais, on va dire Malaga. Okay. Et avec combien de D+, au menu? 12 000, il me semble. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et en fait, la particularité, c'est que donc tu as 4 checkpoints, dont 3 où c'est au milieu des déserts. Et c'est toi qui fais ta trace, ta route entre chaque checkpoint. Ah, ok, d'accord. Okay. Et du coup, qui dit désert dit passage en gravel obligé, quoi. Donc nous on n'a pas de gravel, on n'a pas de moyens pour du gravel. Donc on était avec nos vélos de route, nos pneus de 25 sur les routes. Parfait. Et moi j'ai crevé tout le temps et Constance n'a pas crevé. Ouais, du coup c'est vrai que c'est un autre niveau parce que faire sa propre trace, tu peux faire de très lourdes erreurs de parcours quitte à perdre beaucoup de temps ou devoir te retourner. Ouais, un exemple tout bête, hein, mais du coup, vu que je voulais j'ai un peu envie de voir, je voulais un peu voir ce que je valais par rapport au tout meilleur, et puis, je pense encore plus que ça, c'est d'apprendre des tout meilleurs. Et là, tu avais des Sofiane Seili, des Laurent Boursette, qui sont un peu les meilleurs en ultracyclisme aujourd'hui en France, en Europe. Voilà, Sofiane peut-être même dans le monde, quoi. C'est vraiment des brutes. Je crois que je le suis sur Strava, il me semble. Ouais. Il fait des grosses sorties. C'est des malades. Ils sont Nathalie Bayon côté fille aussi. Enfin voilà. Et en fait, donc je suis parti avec le groupe de tête en me disant je vais apprendre. Et en fait, Sofiane lui suivait sa trace.
Et moi, je voyais dès le début que je suivais pas ma trace, que j'étais pas bon. Au checkpoint 1, là où moi j'avais 180 bornes jusqu'au checkpoint 1, je me retrouve avec plus de 200 bornes parce que on a suivi sa trace. Donc typiquement, c'est exactement ce que tu dis sur suivre sa trace ou suivre les premiers. Et typiquement, c'est, je pense, une erreur que beaucoup ont fait dans le petit, on était quoi, 4, 5, 6, mais on était peut-être la moitié à avoir fait cette erreur et de se dire après cette course, c'est quelque chose à parfaire, quoi. Ouais, ça doit être assez stressant quand même. On a pu le voir avec le Buckingham Portugal. Comme tu dis, t'es tout le temps en train de penser à ta course. Et si en plus il faut réfléchir à la trace, franchement la charge mentale elle est quand même très importante, quoi. Ouais, et puis en fait, là t'avais la traversée des Pyrénées, et donc du coup, en fonction d'où tu traverses les Pyrénées, c'est quand même rien à voir, quoi. Ouais, ça peut être du simple au double, non, en termes de dénivelé. Ouais, exactement. Ouais, faut pas se tromper. Ouais, puis des fois tu penses qu'un raccourci c'est un peu plus court par là, mais en fait le chemin est juste pas praticable. Puis ça peut générer des grosses engueulades. Mais je t'avais dit que c'était pas passer par là. Non, mais si tu mets le vélo sur le dos et que t'escalades. T'as pas vécu. Non, ça, on sait pas trop. Non, on avait le GPS et tout. C'est ce que madame m'a dit. Hein. Ouais, on était en pantoufle. Non, on s'énervait beaucoup contre le GPS par contre, qui prévenait pas certaines cotes, des passages où il y avait du 6-7%. Je suis désolé, mais ça, le GPS il doit prévenir. Elle était pas référence. C'est pas possible. Ok, donc qu'est-ce qui vous a amené maintenant, pour parler un peu du triple Ironman, parler triathlon un peu aussi. Là, on a parlé beaucoup d'ultra cycling. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire on va faire un triple Ironman? Qu'est-ce que c'est déjà? Ouais. Alors, Ouais. expliquez-nous. C'est pas un format classique. Alors en gros, Ouais, c'est un peu hors l'an norme. dernier, comment? C'est un peu hors norme comme format. Ouais. L'an dernier, j'ai fait la Race Across France 2500 km, et 2 semaines après, j'avais l'Ambraman. En fait, j'avais fait l'Ambraman en 2019. Et bon, j'avais fini, c'était mon premier triathlon aussi, mon premier truc un peu long, dur, donc j'avais fini complètement cuit et tout. Et là, en fait, je voyais que avec la RAF, vu que logistiquement, on était un peu à l'arrache parce qu'on était un peu short sur le budget, sur l'organisation, etc. On a dormi la veille avec un sac de couchage sur les hauteurs d'Embrun à la Belle Étoile, et puis voilà, on avait une voiture de location qu'on avait pris la veille, et on l'a vraiment fait un peu à l'arrache, quoi. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai terminé ce défi, je me suis dit c'est fou, j'ai réussi à faire un Ironman, je vais pas dire à la légère, mais sans préparation spécifique. Alors bien sûr, j'avais les 2500 bornes de vélo avant, voilà. Donc je me suis dit, je pense qu'un double, je dois pouvoir faire un double Ironman. Ouais, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus dur, en fait. Il y a toujours des trucs plus durs. Et je me suis dit, bon, en ultra, je pense que je peux faire des trucs de 4000, 5000, comme la transcontinentale, des trucs comme ça, pourquoi pas. En Ironman, un double, ça doit être jouable. Mais par contre, un triple, je sais pas si j'en suis capable. Et en vrai, je pense qu'avec Constance, c'est ça qu'on aime bien, c'est vraiment, à partir du moment où on se dit, je sais pas si je pourrais finir, c'est là que c'est intéressant, quoi. Et donc voilà, un triple Ironman, nous, la manière dont on l'a fait, c'est donc 3 fois la natation, donc 3 km 8 x 3, donc quasi 12 bornes. 3 fois le vélo, donc de base, ça aurait dû être 540 km. Et 3 fois la course à pied, donc 3 fois un marathon, 42 km, donc 126 km. Et en fait, j'ai regardé sur Internet, et il y a des formats comme ça qui existent. Il y a des championnats du monde de triple Ironman, de quintuple Ironman, de déca Ironman. Le problème, c'est que c'est fait sur circuit fermé. Donc, sur home trainer. Écoute, c'est quasi ça. C'est la partie natation, c'est en bassin de 50. Ouais, c'est Pascal Piche. Donc tu te tapes 12 bornes dans ta piscine de 50, t'es content. La partie vélo, c'est sur des boucles de, en général, 9 bornes.
Donc, tu vois, sur 540 bornes, Tu connais le parcours à la fin. On pourra comparer avec le parcours que j'ai fait après, mais moi, je trouve ça quand même plus chouette que de faire une boucle de 9 bornes. Et en course à pied, c'est sur une boucle de 1,5 km, je crois. Alors, bon, c'est fermé à la circulation, du coup, c'est bien, t'as ta tente, etc. Et aussi, ça coûte 3500 balles, je crois, à l'inscription. Ah ouais. C'est pas vraiment le même esprit, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et puis, vu que du coup, j'avais fait un peu d'ultracyclisme, je me suis dit, c'est quand même plus cool si tu peux faire un truc où tu voyages en même temps, quoi. Du coup, tu vois du paysage, etc., quoi. Et donc, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un peu symbolique. Et en fait, tu peux traverser la France en faisant un triple Ironman. Du coup, j'ai fait ce qu'on disait, la traversée du lac d'Annecy. C'était longer le lac d'Annecy de Duin pour les connaisseurs du château de Duin jusqu'à Annecy. Ensuite, d'aller de Annecy jusqu'à Périgueux. J'avais vu que ça faisait environ 550 km. Et Périgueux-Bordeaux, du coup, 126 km. Et par contre, en fait, quand on a tracé vraiment sur Komoot ou sur Garmin, ça faisait pas exactement 126, ça faisait 145 en course à pied. Ouais, et là, je me suis dit, hors de question que je fasse 20 bornes de plus. T'es pas à ça près, t'es pas à 20 bornes près. Ça va. 20 bornes en vélo, ok, mais pas à pied. Donc, vu qu'aussi, on est sur des budgets un peu ric-rac parce qu'on n'a pas de partenaire pour l'instant, etc., on est passé par Warm Showers. Donc, c'est un peu comme le couchsurfing, on va dire un Airbnb gratuit, quoi, mais orienté cycliste. Nous, on est Warm Shower ici à Valence et on en accueille plein et on trouve ça vraiment ouf parce qu'à chaque fois, c'est des gens qui font des tours à vélo à travers l'Europe, à travers le monde, etc. Donc, c'est trop inspirant. Et là, on a contacté du coup des personnes qui étaient un couple qui était à côté de Périgueux. Et donc, en fait, c'était notre zone T2, quoi. Et en même temps, ça nous permettait de rencontrer deux personnes superbes. Pierre et Sylvie qu'on salue au passage, mais voilà. Et donc au final sur le vélo ça faisait 600 bornes avec je sais même plus combien de dénivelé, 5000 je crois, je sais même plus, et peut-être plus, je sais plus, et 125 de course à pied. Par contre ça c'était non négociable d'en faire plus. On a bien compris. Et du coup, en arrivant à Bordeaux, pardon. Ouais. Et le tout en combien de temps? 3 heures. Et du coup, je vais te dire ça parce que je m'en rappelle plus. 3h30. Avec une transition. Moi, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Je sais pas. Ouais, 63 heures. 63 heures. Au tout début, je m'étais dit, objectif, tu vois, une quinzaine d'heures x 3, 45 heures. Donc, je m'étais dit, allez, moins de 50 heures. Et c'est vrai qu'il y avait plein de trucs que j'avais pas pris en compte, quoi. Mais du coup, tu t'es obligé de dormir, plus ou moins. J'ai dormi 4 heures au total sur le week-end, donc ça fait 4 heures en plus. Le dénivelé, je l'avais pas pris en compte. Tu fais 600 bornes au lieu de 540, donc ça te rajoute des heures aussi. C'était le week-end où il avait fait quasi canicule, donc la Corrèze sous la canicule, c'était vraiment vraiment dur. Donc voilà, ça fait partie des éléments, mais je pense que je le faisais dans ce genre de défi, je le fais plus pour finir. Alors je le fais le plus rapidement possible parce que sinon j'aurais pu dormir 6 heures, etc. Mais je le fais le plus rapidement possible, mais voilà, c'est surtout de finir qui m'intéresse. Ouais. Mais c'est marrant parce que quand vous parlez, dans ce que vous entreprenez, effectivement, là, tu évoquais le challenge, toujours mettre la barre un petit peu plus haut et se dire, je sais pas si on peut le faire. Et du coup, ça donne envie d'aller le faire. Mais il y a aussi une forme d'impréparation, je trouve. Alors, évidemment, vous avez la capacité physique, vous ne lancez pas non plus n'importe comment. Mais il y a ce petit côté, là, tu disais, j'avais pas regardé les dénivelés, j'avais pas machin. T'as dit tout à l'heure aussi pour la Desert Bicus, je crois, d'autres éléments de ce type. La trace. Mais voilà, c'était inhérent à la course. Mais en gros, voilà, ce petit côté un peu d'impréparation qui rajoute peut-être un petit côté aventure quelque part, qui rajoute un petit peu de piment. J'ai l'impression est-ce que c'est pas quelque chose que vous recherchez aussi finalement? À la base, je pense que avant même le sport, quand on s'est rencontrés, on se rejoint sur le côté aventure, entre guillemets, avec vraiment des grosses pincettes. On est des aventuriers. On a commencé en disant
chacun, avant même de nous rencontrer, en faisant du backpacking, Guillaume faisait du stop, moi je voyageais dans les pays avec mon sac à dos de droite et de gauche. Donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, encore quand on les prépare, les épreuves, Oui, on a ce côté très freestyle parce que c'est en nous et ça nous excite un peu l'imprévu, de devoir être dos au mur si vraiment il y a un gros problème. Ça fait partie de... Ouais, moi je vais quand même pas mal mitiger. Non, en vrai, il y a quand même une organisation, mais en fait, elle est limitée par le temps qu'on peut y mettre, parce que là, c'était 3 semaines après la Desertus. Donc, on avait pas mal de préparation à faire sur la Desertus, notamment créer sa trace, ça prend un petit peu de temps. En même temps, vous n'étiez pas obligé de repartir sur un truc 3 semaines après. Ouais, en fait, oui et non, parce que ça devait être 4 semaines après pour avoir plus de temps, justement. Et en fait, il y avait le mariage de mon cousin. Et donc voilà, c'est typiquement le genre de truc qui... Voilà, il aurait pu décaler. Ouais, il aurait pu décaler. Et 4 semaines après le mariage, il y a notre prochain défi. Et donc du coup, on s'est dit, vaut mieux le faire avant qu'après le mariage. Et donc du coup, c'était 3 semaines. Mais donc on va s'organiser. La limite, c'est le temps, parce qu'on bosse quand même à côté. Et après, la question investissement argent, quoi. Parce que on prend un Flixbus pourri pour aller jusqu'à Annecy. Constance ensuite, elle prend un Flixbus jusqu'à Périgueux. Enfin, niveau orga, on est à l'arrache parce que on n'a pas les moyens de faire mieux. Mais si on pouvait, en tout cas en organisation, on serait capable de faire des trucs plus stylés, quoi. Mais ouais. Mais du coup, je me posais justement la question sur la partie logistique. Donc là, tu es en train de dire que du coup, vous n'étiez pas ensemble tout le temps. Là, vous n'aviez pas, par exemple, de camionnette ou de voiture pour te suivre sur la partie vélo. En fait, tu l'attendais directement à l'arrivée. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est donc pour le départ de la natation, l'idée c'était de lui faire ravito de nourriture à peu près tous les 4 km. Parce qu'on pensait qu'en fait l'eau elle allait être à 12 degrés. Ouais. Et que du coup, j'allais être frigorifié et que j'allais avoir besoin de manger tout le long. Et au final, il a fait soleil et il n'a pas trop plu la veille. Donc du coup, l'eau était bonne. Et heureusement, parce que de toute manière, j'ai pas réussi à le récupérer sur la partie natation. C'est super compliqué pour atteindre les bords des embarcadères. Et en fait, le temps, je pensais qu'il était plus en arrière, plus en avant. Bref, je l'ai pas vu. Tu pouvais pas prendre un kayak, par exemple ? Je refais une parenthèse. Faut savoir que du coup, ça fait quelques défis qu'on fait un peu comme ça en off. Le tout premier, c'était le Frenchman. C'était l'année du Covid. On avait dit, vas-y, on le fait quand même. Et en fait, j'avais explosé mon temps prévu que j'avais donné à Constance sur le vélo. J'étais à 2 doigts de partir faire la course à pieds nus. Vu qu'elle n'était pas au point d'arriver. Elle était au bar. Elle est arrivée un quart d'heure après, je crois, un truc comme ça. Et pareil, à Noël, on avait fait 100 km le long du canal du Midi où moi je courais et elle était à vélo à côté. Et elle avait eu des problèmes avec le vélo et donc j'avais fait les 60 premières bornes sans ravito. Ah oui. Donc c'est un peu une habitude. Donc tu vois, comme tu dis, on s'organise, mais en même temps on sait s'adapter, quoi. Une grosse part d'imprévu, ouais. Et du coup, par exemple, prendre un kayak pour suivre la natation, c'était trop galère. Un pédalo ? Ouais. Un pédalo qui n'est pas assez utilisé d'ailleurs. Non, mais pareil, logistiquement, en fait, le départ, on l'avait fait à 6-7 heures du mat. Donc, il fallait trouver un kayak la veille, peut-être. Ouais. Il fallait qu'on l'amène au départ. Le ram. Et ça, comment on fait ? Et en fait, on fait... Constance va expliquer à la suite, mais nous, il y a aussi la volonté sur ce défi en particulier, c'était de montrer qu'on peut traverser la France juste la force de ses muscles avec un vélo et avec ses pieds. Ou en mobilité douce. Ouais, voilà. Et sans forcément prendre la voiture tout seul ou prendre un avion ou je sais pas quoi. De montrer qu'en même temps, le paysage français est juste ouf. Parce que, du coup, on a mis en story à chaque fois, tout au long du défi.
Elles sont d'ailleurs dans nos stories à la une, et on voit que les paysages sont vraiment, vraiment beaux en France. Et pareil, nous deux, en toute honnêteté, ça nous saoule un peu les défis où il y a des gens qui vont faire du gravel et traverser l'Islande juste en 4 jours, et puis après, hop, ils repartent aux États-Unis. C'est pas du tout aligné avec notre vision. Et donc, du coup, Constant, je te laisse finir sur la partie orga, mais ouais. Et donc, pour le reste de la partie orga, une fois que Guillaume récupérait son vélo pour partir sur ses 600 et quelques bornes, l'idée, c'était que moi, j'arrive en amont pour préparer un peu à Périgueux son temps de transition. Parce qu'à la base, mon idée, c'était de rejoindre du coup Annecy à Lyon en vélo, et ensuite de prendre un Flixbus de Lyon à Périgueux. Il s'avère qu'en fait, j'avais un sac à dos de 10 kilos sur le dos et 2 sacoches, je pense, de 5 kilos chacune, à tout casser. Donc, c'était pas jouable. Donc, j'ai pris un bus. Parce que, les sacs, parce que on avait le mariage la semaine d'après, quoi. Donc, il y avait aussi les affaires du mariage dedans. C'était pas assez compliqué. Et le fer à repasser. La débandade. Et donc, ensuite, j'ai pris un bus qui m'a emmené jusqu'à Périgueux. Et en fait, le warm shower où on se trouvait, c'était pas Périgueux même, c'était à 45 km à Siorac de Ribérac, au fin fond de la Dordogne. Ouais, c'est ça. Très, très beau d'ailleurs. Très charmant. Et donc là, j'ai préparé, on va dire, cette partie de 126 km sur la partie alimentation. Parce qu'en fait, on est vegan. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Sur tout type de défi, typiquement sur le vélo, tu peux pas t'arrêter, commander un burger en 2-2 ou une pizza ou truc ou machin, faut prévenir. Et donc là, l'idée, c'était de vraiment mettre en avant aussi le bénéfice des fruits et légumes. Et donc, il s'avère que sur les 126 km de course à pied, on s'est nourri, et en l'occurrence toi surtout, on s'est nourri que de fruits et de légumes. Concombres, pommes, tomates, des trucs qui apportent et de la fraîcheur et de l'eau et de la vitesse. Enfin, le combo parfait, quoi. Ouais, plus de barres et plus de gel. Pas de trucs transformés. Et ça, niveau nutrition, ça va probablement être un truc à creuser sur les prochains défis d'ultra, mais pareil, dans les prochains défis, on se pose la question de faire est-ce que c'est possible de faire, un Ironman avec juste des fruits et des légumes de saison et locaux, quoi. Ça peut être un truc intéressant, et nous, c'est un peu notre vision du sport de demain, quoi. Attends, sur tout le vélo, t'as mangé que des fruits et des légumes ? Sur la deuxième moitié du vélo, ah ouais. Et sur toute la partie course à pied. Génial. Ouais. Et donc, là, c'est quelque chose que vous avez rajouté par-dessus en se disant au dernier moment, tiens, l'alimentation, on va la faire comme ça. Ouais, j'ai l'habitude de prendre que des Clif Bar sur les trucs de long en vélo, que des Clif Bar, les gels Aptonia et du Iso Plus en électrolyte là. Et en fait, ça passait pas trop sur ça allait sur la Desertus. Et on est arrivé à un moment où, je sais pas, j'avais 2 pommes, j'ai mangé les pommes et je me suis dit, c'est incroyable, en fait, ça fait trop du bien. Et là, du coup, sur le Triple Ironman, à un tiers, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter une pomme et je vais retenter, et ça faisait vraiment du bien. Et du coup, alors que j'arrivais à rien manger parce qu'il faisait vraiment trop chaud, peut-être que c'est ça aussi, peut-être que c'est dans des conditions très chaudes où du coup, les fruits et les légumes, il y a de l'eau dedans, donc c'est top. J'étais là sur mon vélo en train de manger des tomates comme ça, les concombres aussi. Mais t'avais pas faim? Moi, pour le coup, on a déjà fait des trucs un peu longs. Et moi, mon problème, c'est la sensation de faim. Et moi, je mange pas du tout. T'as tout le temps faim, toi, sans. J'ai tout le temps faim, mais avec les légumes et tout, des fois, j'ai envie, je sais pas, de pâtes ou de riz, d'un truc qui va me caler. Et j'ai besoin d'un truc un peu plus, je sais pas, c'est peut-être plus dur à mâcher ou j'en sais rien. Sur le Biking Man, les bananes, je sais que j'aimais bien, mais j'aurais pas pu en manger tout le temps. Et des fois, on se passait 2-3 bananes en 1 heure, mais j'avais faim après. En vrai, le sentiment de satiété, il va plus vite avec des légumes et des fruits que. Moi, je sais qu'une pomme, par exemple, ça m'ouvre l'appétit, quoi. Après, j'ai faim. Ça rafraîchit et tout. Mais une banane, ça te cale plus. Je sais pas si c'est psychologique ou. Enfin voilà, mais le côté, putain, j'ai envie d'un truc un peu plus lourd. Des brocolis. Non, mais je sais pas, tu sais, sur les légumes, il y a peut-être des trucs un peu plus. Je sais pas, peut-être des pommes de terre. Au T2, du coup, Constance, elle m'avait préparé énorme plâtré de pâtes. Donc, je sais pas si, tu vois, j'ai mangé 3 assiettes de pâtes, donc
Je suis pas sûr que c'est tenu toute la journée non plus, tu vois. Non, clairement. Mais je pense que dans ces conditions-là de chaud, en fait, où t'as pas envie de manger grand-chose et pas grand-chose passe, bah en tout cas dans ces conditions-là, maintenant je sais que ça passe. Après, est-ce que dans toutes les conditions ça passe, tu vois? Ça va être intéressant d'étudier ça, quoi. En fait, je pense que ce qui aide aussi sur ce genre d'effort qui est long, c'est les cycles où, entre guillemets, tu te forces à te nourrir et à boire, en fait. Et typiquement, tu buvais toutes les 15 minutes ou toutes les 10 minutes à peu près. Je pense que c'est ce qui a joué pour éviter des crampes. La nourriture, pareil, il mangeait des dattes, des trucs un peu sucrés. Et il pouvait un peu alterner les types de nourriture qu'il souhaitait. Je pense qu'à partir du moment où tu arrives vraiment à te cadrer et à te forcer, même si tu n'as pas faim, ton corps récupère pas totalement, mais en tout cas, ça le nourrit pour qu'il puisse fournir un effort continu, quoi. Ah oui, de toute façon, c'est sûr que c'est toujours ce qu'on dit, quand on sent la soif ou la faim venir sur une épreuve longue ou un aéron, c'est déjà trop tard. Ouais. C'est clair. Là, on est au bord de l'hypo. Ok, et quel a été le moment le plus dur, selon vous, durant cette épreuve? Alors, peut-être à la fois en termes d'orgas et à la fois en termes d'efforts sportifs. Alors, il y a un moment dur, mais ça, je pense que c'est celui dont tu vas parler à la fin, sûrement. Moi, il y a eu... Ouais, je pense que de manière générale, ça a été la fatigue accumulée avec l'exigence à l'instant T, tu vois, parce que du coup, tu es dans un effort aussi, même si tu soutiens, tu es dans un effort aussi, et tu prends les conditions climatiques pour toi, mais il faut savoir composer avec tes humeurs et tes nerfs aussi, parce que tu as la personne en face qui est super exigeante, et c'est normal qu'elle soit exigeante, elle est en train de te fournir un effort super dur. Donc je pense que ça, c'est l'une des choses qui était difficile. Et quoique ça va parce qu'on a l'habitude, mais le plus dur, ça a été la fin de course, en fait, à 20 km de la fin. Donc toute la journée de course à pied, énorme chaleur, on était sur 40 degrés, obligé de courir torse nu, etc. 20 km avant la fin, donc à la périphérie de Bordeaux, énorme orage, mais énorme orage. Éclair, foudre, tout ce qui va avec. Donc c'est là où il y a un pote de Guy d'enfance qui est venu nous rejoindre, qui lui a une maison pas très loin, et en fait... on a été tellement pris dans le truc qu'on s'est dit on continue, sauf qu'à un moment donné on voyait la foudre, on s'est dit on peut pas être bête non plus, faut qu'on prenne soin aussi de notre santé, qu'on va pas finir électrocuté pour une bêtise. Donc on a eu un gros temps de réflexion tous les trois, est-ce qu'on arrête et on reprend plus tard, mais quand tu t'arrêtes et tu reprends 4 heures après, t'as plus le même en train. Ça a été dur tout le long, tu te dis t'es plus à ça après non plus. Guy a vu une éclaircie au loin et il s'est dit Coco, t'es chaud, on repart. On a bien évidemment demandé à Casimir parce qu'il était avec nous. Et en fait, on a fait le choix de repartir. On s'est dit trop bien, ça y est, ça se calme. Et en fait, on a enchaîné énorme coup de pluie sur énorme coup de pluie, obligé de se réarrêter pendant 1 heure. Moi, je finis avec la couverture de survie à vomir sur le côté de la route parce que coup de chaud, coup de froid, fatigue. Guillaume, les muscles qui tétanisent parce que il fait froid, il s'assied, etc. Donc ouais, vraiment fin de course épique qui laisse quand même un bon souvenir parce qu'on s'est quand même bien marré, mais à l'instant c'était chaud. On était contents parce que on se disait en fait à partir du je pense kilomètre 80, on s'est dit c'est bon la fin. Même quand il commençait à lâcher 50 bornes, 40 bornes, on s'est dit ça devrait le faire. Et quand il restait moins d'un marathon, on s'est dit c'est sûr, là c'est sûr et certain qu'on va finir. Enfin, il y a pas moyen. Même s'il faut marcher, c'est pas grave, mais là ça va le faire, c'est bon. Et j'avais un bon rythme. Enfin, les jambes elles déroulaient et là on se disait que la nutrition c'était fou parce que ça déroulait bien. Et effectivement, il restait 18 km. Et à 18 km, tu te dis, je peux pas arrêter à 18 km. J'ai traversé la France, 18 km, c'est limite, on le voit au loin, quoi. Et en même temps, tu te dis, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il faut beaucoup de détermination quand même, parce qu'en même temps, tu te dis, c'est pas une course organisée. Alors, je dis pas que c'est plus facile d'abandonner. Enfin, une course organisée, tu te dis, quand même, il faut que j'aille jusqu'au bout. Là, tu te dis, c'est juste nous.
Ouais. Voilà, Personne ne le saura, quoi. Tu as mis plus d'énergie, quoi. Il flotte. Le course voilà, organisée, tu pourras en faire une la semaine prochaine. Là, c'est la tienne. Ouais, quoi. ouais. Ouais. Mais quand même, Ouais, je sais hein. pas, avec sans avoir la structure de course, etc. Quelque part, je trouve que la structure de course peut aussi te motiver à te dire, allez, je vais jusqu'au bout, tu vois, je peux pas. Et là, je trouve que vous avez eu beaucoup de détermination quand même pour vous dire, on lâche pas, on continue et on va jusqu'au bout. Ouais, exactement. Ouais. Mais sur ça, la copine du coup de mon pote qui a fini. Donc mon pote, j'ai couru son premier marathon du coup à Noël. Et donc là, c'était un peu sa manière pour lui de me rendre l'appareil. De te remercier. Et du coup, sa pote, au moment où elle revient vers nous, parce qu'elle était repartie, elle revient vers nous parce que nous, on commençait à trembler de froid. Et ben elle dit à sa mère avec qui elle était, tu vas voir, je suis sûr que Guillaume, il va pas vouloir s'arrêter, il va finir le truc. Donc comme tu dis, quoi, c'est une question de détermination, quoi. Mais je pense qu'avec Constance, on savait que d'une manière ou d'une autre, on allait le finir, quoi. En fait, en vrai, flemme de t'arrêter à 20h. Tu rentres à la maison, tu prends ta douche, tu te chauffes, t'es trop heureux et tu te dis à 23h, allez mon pote, il pleut torrent dehors parce que t'as une chance sur deux qu'il continue de pleuvoir. Et on s'est dit, en vrai, non, au point où on en est, on n'est plus à ça près. Au pire des cas, on va se réchauffer. Ça va le faire, quoi. Ça le fait toujours. Ouais, c'est sûr qu'aussi près du but, Ouais. abandonner aussi près, c'est compliqué. Et est-ce que vous avez quelques anecdotes un peu à nous partager sur cette folle aventure du triple Ironman? J'imagine que Guillaume, t'as dû rouler de nuit, voire courir de nuit. Enfin, je sais pas, il doit y avoir des moments un peu particuliers peut-être que vous aimeriez nous partager. Plusieurs du coup moi la Corrèze ça m'a traumatisé. Je pense que je suis pas prêt de retourner en Corrèze avec la chaleur et le fait que ce soit que des petits villages. Et c'est aussi, je pense, parce que c'était la canicule, mais tout était vide en fait. Et pendant peut-être 6 heures, je voyais pas une épicerie, rien. C'était vraiment un espèce de désert français, quoi. C'était hallucinant. Et j'ai fait une pause dans une rivière parce que il fallait que je me refroidisse aussi. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc où en fait, quand j'étais dedans, je me dis putain, mais t'es en train de perdre du temps. Et en fait, je pense que pour des personnes qui se rendent pas compte, ils se disent en fait, il est en train de faire son défi à la légère, il se permet même une petite pause plouf dans la rivière. En fait, tu le fais parce que c'est nécessaire et parce que ça va te permettre de gagner du temps sur le reste de la course, quoi. Ouais, ça te c'est remet un peu contre-intuitif, d'aplomb, mais voilà, ça c'est une petite anecdote. Tu parlais de la partie nuit. J'ai fait du coup ma sieste sur la partie vélo d'1h30 à un endroit qui s'appelle Saint-Éloi-la-Glacière. Et je me dis tiens, c'est marrant, ça s'appelle Saint-Éloi-la-Glacière, c'est marrant, hop, je dors et tout. Et je découvre le lendemain qu'en fait ça s'appelle Saint-Éloi-la-Glacière parce que c'est une des villes les plus froides en France. Et j'étais frigorifié pendant la nuit, je me disais putain, quand même ça caille. Voilà. Et je m'attendais à cette chute là, je sais pas pourquoi. Et après, nous, ce qu'on dit souvent c'est je pense une des raisons pour lesquelles on adore l'ultra, c'est que c'est vraiment des rencontres et on rencontre des personnes de fous. Du coup, quand j'ai appris quelques semaines avant que le lac d'Annecy il allait être à 12 degrés, j'ai contacté Mathieu Whitwood, que vous connaissez peut-être, qui a fait le défi du lac Titicaca. Ouais. Oui. Ouais. Avec donc, Théo il m'a prêté Curin et quelqu'un d'autre. Ils étaient 3, non? Ouais. Théo Curin et Malia Metella, ouais. Ok. Et qui lui est vachement engagé pour l'écologie aussi, donc c'est lui qui m'a prêté tout le matos sur la partie natation, parce que sinon je sais même pas comment j'aurais fait. Donc incroyable rencontre. Juste après Saint-Éloi-la-Glacière à 5h du mat, donc il faisait encore nuit, il y a David, un des concurrents de la Desertus Bicus que moi j'ai accompagné sur la fin, qui là m'a dit tu m'as accompagné sur la fin, c'est ma manière de te remercier, je vais faire des bornes avec toi. Et puis il avait prévu avec sa femme un petit déj dans sa voiture au bout de 20 km. Ah, royal. Trop bien. Ah, bah. Incroyable. Pierre et Sylvie qui nous ont accueillis en warm shower, c'était incroyable. On a croisé d'autres personnes du monde de l'ultra à Saint-Émilion, et puis
mon pote qui nous a rejoint sur la fin et un de mes meilleurs potes aussi qui m'a fait la surprise à Bordeaux de finir les derniers kilomètres avec moi à vélo alors que le mec est de Grenoble de base. Donc ouais, c'est beaucoup d'émotions et je pense que c'est dans les rencontres qu'il y a le plus d'émotions, quoi. Vraiment, c'est vraiment fou. Ouais. Moi, c'était pas une épreuve individuelle. Moi, je pleure souvent en ultra et ouais, c'est les moments où je pleure en général. Ouais, c'est une belle aventure du coup. C'est pas un truc que tu fais. T'es pas tout seul sur la route en plus, quoi. Même si effectivement vous le faites déjà en duo, puis, en plus d'avoir des étapes comme ça, c'est cool, quoi. Ouais, de pouvoir partager ça avec Constance et tout, c'est aussi là. La demande en mariage, je l'avais en tête, je l'avais dans un bon coin de ma tête et c'est sur la partie au vélo où je me suis dit non, c'est plus que ma coéquipière. C'est bon, c'est validé. Un challenge pour la vie là. Elle n'a pas raté le ravito en vélo, là cette fois-ci c'est bon. Le plat de pâtes il était vraiment trop bon. Fallait pas pommer la bague pendant la natation, quoi. Non, mais c'est un bon test par contre. Si elle te supporte sur un triple Ironman, elle te supportera tout le temps. Ouais, non, ça va. C'est clair. Oui, c'est vrai que je pense partager une épreuve ultra avec quelqu'un avec qui on veut partager sa vie, c'est un bon test, je pense. Ouais. Il y a tellement de hauts et de bas que ça met. On a des tempéraments un peu. Guillaume est plus calme et moi j'ai un tempérament très impulsif. Donc ça fait souvent des flammes, mais ça fait souvent des flammes qui nous font rire après coup, quoi. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que sur chaque épreuve qu'on peut avoir, il y a vraiment la classique cocogie, il y a toujours des trucs qui se passent. On se fout un peu sur la gueule et puis après ça va mieux. Ouais, exactement, ça repart, mais au moins ça sort. C'est la partie que nos potes aiment bien savoir aussi d'ailleurs. À chaque fois ils disent alors c'était quand le moment où vous êtes embrouillés? Quand elle a oublié les barres de Cliff et que j'ai demandé des pommes. Cela ne nous regarde pas. Je t'avais dit que je voulais banane cacahuète. N'empêche que ça peut avoir son importance quand il y a un but qui passe plus psychologiquement. Ouais, je me souviens on en parlait là sur le triple Ventoux. La dernière ascension, il me restait plus que des cliffs, je sais plus, chocolat, je sais plus quoi là. Ah oui, non, le truc passait plus, j'arrivais plus à m'alimenter et tout. Il était à côté, je disais putain, j'arrive plus à bouffer. J'en peux plus de ce goût et tout, ça m'écœure, c'était un enfer. Chaque bouchée, j'avais envie de. Ah, c'était horrible. C'est vrai que Constance, tu parlais de l'exigence de la personne, tu vois, qui est en train de fournir un effort. Et c'est vrai que c'est important, ça paraît anodin là, tu parles du fait que tu peux plus t'alimenter, ça, tu veux plus en manger, etc. Ça me rappelle François Dagne, il y a un reportage sur lui quand il fait l'UTMB, et la personne qui s'occupe de lui demande aux gens de s'écarter, lui laisser un peu d'air, parce que évidemment il y a François Dagne qui arrive à un checkpoint, tout le monde est là autour de lui, et puis François Dagne, tu le vois très limite hautain, limite voilà, il en a rien à faire quoi du mec qui l'aide, etc. Et en fait c'est juste qu'il est voilà, il est dans sa course, il lui faut tel truc, à ce moment-là il veut tel truc, il sait qu'il a un truc salé, un truc machin, et voilà, il a pas le temps de... Et je pense que c'est pas pour autant que le personnage il est comme ça, mais voilà, cette forme d'exigence où t'es dans un effort tellement long, intense, que tu veux ce dont t'as besoin exactement comme tu veux, quand tu veux. Et... Je vais te donner un exemple d'exigence hyper précis qui me vient en tête à l'instant. À un moment dans la course, en fait, Constance, elle est allée chercher de l'eau et je vois en fait que je cours plus vite en étant tout seul que quand il y a Constance. Et en fait, je remarque que quand elle est devant, et ben à vélo, tu sais, en fonction de quand ça monte, ça descend, tu vas accélérer, décélérer, etc. Et en fait, psychologiquement, ça, sur la partie course à pied, ça me dérègle un peu sur mon rythme. Et donc, je lui demande, est-ce que tu peux être soit à mon niveau, soit juste un tout petit peu derrière moi, ouais. Et c'est un truc vraiment... ça peut paraître banal, stupide, ou enfin ouais, mais en fait ça fait vraiment la différence. Et c'est le genre d'exigence, ça peut paraître un peu extrême, mais ouais, ça a tout changé. Oui, parce qu'inconsciemment peut-être tu calais à un rythme différent, ouais, ça te perturbait quoi. Ouais, exactement, ouais. Ou alors c'est peut-être que je voulais pas t'entendre. Mais du coup, toute cette passion pour les efforts longs, on a bien compris que, on l'a évoqué aussi un peu au début d'épisode, c'est devenu carrément votre style de vie, quoi. Est-ce que vous pourriez décrire votre quotidien auprès de nos auditeurs? À quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui? Comment il est rythmé autour de cette passion-là? Comment il est rythmé, notre quotidien? Il est rythmé...
il est rythmé par des séances d'entraînement quotidien, déjà, typiquement. Ouais, Guillaume, ça va être tous les jours. Moi, là, j'ai repris tous les jours, mais sinon, de manière générale, je fais plus un jour sur deux, etc. Mais sinon, ouais, l'essentiel de notre style de vie, c'est faire du sport. On se lève relativement tôt. On mange assez sain, on est vegan, donc du coup, on n'a pas trop le choix non plus. On peut pas faire des folies incroyables. Donc, on a une alimentation très saine. On est très tourné vers la mise en avant des produits un peu locaux, sur utiliser le moins de produits transformés. Ouais, c'est un rythme de vie qui est assez exigeant. Ouais, et sur le quotidien, c'est comme disait Coco, on va peut-être pas, on fait je vais peut-être faire 1 à 2 sessions par jour en fonction des périodes. Quand je suis en période d'entraînement, ça va peut-être plutôt être 1 à 2 périodes d'entraînement par jour, et puis Constance, elle sera à un entraînement par jour systématique minimum, avec peut-être un peu du renfort, des trucs comme ça. Et après, journée de taf, quoi. Il y a aussi les lutteurs. Il y a ça aussi. Le travail. L'essentiel, c'est le sport, etc. Ouais. J'étais là, je l'ai regardé. Ouais, alors, heureusement que ton employeur n'écoutera pas de ce podcast. Mais nous, on verra quand même pour être sûr. Non, mais oui, quelque part, vous avez un métier, on va dire entre guillemets, conventionnel pour financer un peu toute cette passion-là. Et en remote, en distanciel. Ouais. On est en distanciel, et un truc aussi, moi, qui était important, c'était de pouvoir travailler au 4/5e. Et donc, en fait, je prends ce dernier jour. De base, c'était un peu pour s'investir sur les projets Kokogi Challenge, et puis petit à petit, là, c'est devenu un jour qui investit sur la Poco Loco, dont on parlera plus tard. Voilà, donc ça nous fait des week-ends de 3 jours systématiques, en fait, et c'est pour ça qu'on va peut-être aller dans la région de Murcie, dans la région de Gérone, dans la région de Tarragone, et on va faire 3 jours de vélo. Et tu vois, si on fait 100-150 bornes par jour, en 450 bornes, tu as déjà visité une belle partie de la région, quoi. Et c'est un peu notre manière de voyager et de visiter. L'Espagne, on adore, et du coup, ça nous permet de visiter en même temps, quoi, un pays qu'on connaît pas encore à 100%, quoi. Mais du coup, vous vous entraînez, comme vous disiez, tous les jours, donc en fait, vous êtes en permanence en préparation, quoi, pour... Au cas où il y a un truc à faire. au cas où Alors, au cas où il y a un truc, 100%. Parce que il peut y avoir un trail qui débarque à droite à gauche. On sait pas. Trop bien, comme ça, je vois le calendrier. Exactement. Typiquement, le Mont Ventoux, les cinglés du Ventoux, ça s'est fait la semaine dernière. On s'est dit, tiens, on n'est pas tenu par des choses spécifiques. Moi, j'ai jamais fait le Ventoux, donc on s'est dit, on va rentrer 1 semaine plus tôt en France, on va le faire, et puis... Là, du coup, 3 fois, tu auras l'occasion de le voir. 3 fois, au moins par les 3 versants, comme ça, c'est réglé. Je pense là, ça faisait peut-être un peu chaud, mais ça aurait peut-être... Il y avait un événement un peu bizarre à Valence, du coup, là où on est à Valence, en Espagne, ce week-end, le week-end juste là qui vient de passer. C'était un espèce de double Ironman, mais divisé en 2 jours, avec la partie natation plus la moitié du vélo le premier jour, et le vélo plus la course à pied le deuxième jour. Et alors voilà, un peu dommage que du coup l'inscription coûte, je sais plus quoi, 1 500 €. Mais typiquement, si on a des partenaires qui nous aident sur ce genre de truc, moi, avec grand plaisir pour aller sauter sur ce genre d'événement. Donc on suit en fait un peu des programmes d'entraînement quand même à vélo, pas autant qu'on aimerait, et c'est difficile. On est obligé de zwister un peu pour avoir des programmes d'entraînement, parce que sinon on sait pas trop comment s'entraîner. Et puis on aimerait bien investir dans des capteurs de puissance, mais on n'a pas les moyens non plus. Donc pour l'instant on fait ça. Vous n'avez pas de coach ni rien qui vous aide sur des entraînements quelconques Exactement, ouais. Mais pareil, tu vois, même un entraîneur, on a regardé, et en fait, on avait commencé avec un entraîneur, ça s'est peut-être pas hyper bien passé en termes d'investissement, et
Et en fait, si on veut un entraîneur, par exemple, qui nous fasse un truc spécifique juste sur le vélo, et déjà qu'il soit un peu spécialisé en ultra, c'est déjà un peu une niche. Et c'est un truc, ça va nous coûter tout de suite, je pense, 150 minimum par personne, et on n'a pas les moyens de mettre ça aussi, quoi. Donc voilà, c'est un peu faire les choix toujours entre est-ce qu'à la place on bosse pas au 5/5e et on se permet un coach, est-ce que voilà, faut trancher, c'est ouais. Sachant que sur le boulot, là, le distanciel, c'est quelque chose qui vous a permis, j'imagine que c'est assez récent avec l'épisode de Covid, et ça a un peu permis ce genre d'organisation du travail. Avant, vous travailliez en bureau et c'était peut-être plus compliqué, non ? Ouais, c'est ça. En fait, à la base, on bossait tous les deux à Paris. Guillaume pour une boîte de développement durable qui s'appelle toujours d'ailleurs Greenflex. Et moi, je bossais pour Certinergie, une boîte de transition énergétique. Et en fait, il y a le Covid qui s'est installé. On a eu la possibilité de faire 100% télétravail. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti vivre dans le Vercors, d'où est originaire son papa. Donc on y a vécu pendant 1 an. On a retrouvé le plaisir, entre guillemets, d'être 100% libre. Bien sûr, tu fais ton travail, mais le reste du temps, tu t'organises comme tu veux. Et en fait, Guillaume a toujours grandi à l'étranger. Moi, j'ai toujours bougé. Et on s'était dit, même au tout début, on s'est rencontrés, un souhait commun, c'était de repartir vivre à l'étranger. On a passé ces 1 an dans le Vercors. On s'est rendu compte qu'on arrivait plutôt à bien gérer le travail à distance. On a demandé à nos entreprises respectives s'il était possible d'aller travailler à l'étranger parce que c'est tout un schmilblick différent de la France. Il s'est avéré qu'ils ont dit non. Et en fait, nous, c'était non aussi de notre côté parce que c'était un choix qu'on avait fait de partir à l'étranger. Donc, on a posé démission. On est venu s'installer à Valence et le temps de savoir un peu dans quoi on voulait se relancer, Guillaume a retrouvé une entreprise en développement durable, du coup, pour faire de la compensation, du bilan carbone, pardon. Et moi, je me suis lancée en market parce que j'ai fait des études de marketing il y a quelques années et que voilà, ça coulait de source, entre guillemets, quoi. Ouais, c'était assez courageux du coup de partir en démissionnant sans trop de filet de sécurité. Ouais, c'est ça. Et du coup, comment est-ce que vous conjuguez cette volonté d'avoir un impact le plus faible possible sur la planète et le sport ? Parce que c'est vrai que souvent il y a des courses un peu partout à travers la France, l'Europe et un peu plus loin même. Et c'est pas toujours simple d'y aller. Et puis même on sait que l'impact sportif est pas toujours terrible sur les grosses organisations. Voilà, comment vous arrivez à conjuguer les deux et voilà, comment vous faites au quotidien ? Ouais. Et du coup, ça fait que on a choisi Valence plutôt que Séville ou Lisbonne, avec qui on hésitait, d'autres villes qu'on hésitait, parce que pour revenir en France où on avait pas mal d'événements, sans prendre l'avion, parce que on prend plus l'avion, du coup c'est compliqué. Là, par exemple, pour revenir dans le Vercors ou pour revenir sur Paris, etc. Bon, Paris c'est plus simple, mais pour revenir par exemple dans le Vercors, on sait qu'on en a pour quasi 24 heures de voyage, quoi. Entre le moment où on part et le moment où on arrive, quoi, de porte à porte. Donc c'est un peu pareil, tu vois, Annecy pour le Triple Ironman, on a mis 24 heures de voyage avant de partir pour un Triple Ironman. C'est pas les meilleures conditions. Donc c'est accepté aussi quelque part de prendre le temps, quoi. Exactement. Donc ça rejoint un peu aussi une des raisons sur l'ultra, notamment l'ultra cycling, de voyager lentement. Ouais, c'est clair. Ouais, exactement. Après, sur la partie transport, le jour où il y a des émissions, des avions à émission zéro, moi, feu, il n'y a pas de souci. Oui, je reprends. Je crois que c'est pas tout de suite. Parce que là, notre prochain, c'est la Panne Celtique, c'est au Pays de Galles. C'est au fin fond du Pays de Galles, le départ. Mais je peux vous dire que ça va être 48 heures de trajet. On va en avoir, je pense, pour 250 balles minimum par personne. Quand on voit les billets d'avion à 50 € qui mettent 1h30. Ouais, mais c'est ça qui est dommage aussi sur toute cette transition écologique, c'est que finalement, là, tu viens de le dire, le prix d'un billet qui est extrêmement polluant va être bien moins cher que voyager en train puis en ferry, je sais quoi. Donc c'est sûr que financièrement, chaque individu regarde aussi des facteurs économiques et c'est dommage qu'on en soit là parce que ça favorise pas les transports plus écologiques, quoi. Ouais, exactement. Donc faut faire des choix et plutôt que on
prend ce genre de mobilité. Alors, on prend peut-être pas un hôtel confort et on prend peut-être un warm shower à la place quand on va aller à droite à gauche sur nos voyages. Mais voilà, c'est d'autres types de voyages. Parce qu'on est toujours à la recherche du partage. Donc, en soi, même prendre le bus, et ben, tu sais pas, tu peux faire une super rencontre ou tu peux être dans un bus avec une personne qui va faire la course aussi. Je sais pas, moi, pour la panne celtique, typiquement. Moi, je suis un petit peu moins d'accord parce qu'en avion, tu peux le faire aussi, quoi. En avion, tu peux aussi tomber sur quelqu'un en avion qui fait. Oui, mais en avion, il y a quand même ce côté. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est. On va dire que c'est plus quali, l'avion. Donc, les gens sont peut-être un peu plus dans leur bulle, tu vois. Alors que le bus, bon, tu t'attends rarement à avoir un bus où tu as des gens dans l'air, où tu vas avoir ta petite bulle d'intimité, tu vois. C'est mon point de vue. Après, au final, tu vas voyager plus longtemps aussi. Donc, dans le bus, clair. tout le monde a le même film d'ailleurs. à 4h du matin sur une aire d'autoroute, tu... La même VHS. Ouais, exactement. Ce qui nous attend demain. Et vous avez évoqué la panne celtique. C'est quoi un peu ce nouveau défi? Ouais, c'est une course d'ultracyclisme aussi, du coup, qui part au Pays de Galles, mais qui a une particularité, c'est que tu dois prendre 2 ferries, en fait. Tu dois prendre le ferry pour partir de Pays de Galles et arriver en Irlande. Du coup, Irlande du Sud, à Dublin, il me semble. Tu prends jusqu'à quasi Cork. Ouais, au sud de Dublin, du coup, Cork. Et ensuite, il y a 2 distances. Donc, moi, je me remets sur une distance 1250. Donc, je longe tout le sud de l'Irlande, tout le littoral, et ensuite, je reprends le ferry. Tout l'ouest. Pour arriver à l'arrivée au Pays de Galles. Tandis que Guillaume, lui, on a le même départ, sauf qu'il fait 2500 km, donc il remonte jusqu'en Irlande du Nord pour ensuite redescendre au Pays de Galles. Et donc, c'est pareil, course d'ultracyclisme, avec tout ce que ça comprend, quoi, 100% de Est-ce que vous avez des bons kawaii? Parce que... tu vois, même pas. Non, enfin, on n'a pas les kawaii qu'on aimerait avoir parce que les kawaii, c'est le Gore C5 Shake Dry 1985 crème de la crème, mais même sur Vinted il est à 180 quoi. Après un bon sac poubelle, un sac poubelle de bonne qualité. Vinted, mais 50 litres. Après, il y a un autre truc qui marche bien. Alors, t'es pas au top de tout style, hein, mais c'est pas ce qu'on recherche non plus. Moi, j'ai trouvé pour la pluie, c'est la marque Kawaii qui fait des sur-pantalons. En l'occurrence, moi, j'en ai un qui est rose, qui est pas super sexy, mais qui m'a protégée tout le long de la Desertus Bicus de la pluie. Donc, bon, il y a peut-être une alternative, tu vois. Tu ne payes pas le Kawaii à 185 €. C'est pas aussi stylé. Moi, j'ai l'air d'un Playmobil ou d'Aladin, plus exactement, dans mon super Kawaii. Mais bon, ça fait le taf, quoi. Donc, et surtout, en fait, t'es pas héros. Ça, c'est clair. Spécial pour les triathlètes, celle-là. Vu qu'on parle un peu textile, ça, matériel, il y a une question qui me vient. Enfin, du coup, vous avez une prise de conscience écologique, vous voyagez plus en avion, vous êtes vegan. Est-ce que aussi sur le matériel, vous allez aussi jeter un œil sur d'où ça vient, comment c'est fait, je vais acheter plutôt ça versus ça. Ouais. Vous essayez un peu aussi? Ouais, totalement. De manière générale, on achète que de la seconde main. Je pense que la moitié, 3/4 de nos trucs, c'est de la seconde main. Je réfléchis à... Ah oui, vous achetez, seconde main. Sur les vêtements techniques, malheureusement, c'est compliqué. C'est ce que j'allais dire. Par contre, il faut vraiment prendre le temps. Là aussi, tu vois, il y a une question de temps à investir dedans. Parce que tu fais un truc quali et du coup, ça reste une photo et la personne n'a peut-être pas la même morphologie que toi. Donc, du coup, tu as un truc super fité. Ouais. Mais la dame, ou le monsieur a 1 ou 2 bourrelets en trop et donc, du coup, ça fit pas. Tu vois, donc... il y a vraiment cette recherche de performance, mais aussi, confort. Mais aussi de faire jouer la seconde main, quoi, parce que c'est super important. Sinon, je trouve que notre fil conducteur, en tout cas les valeurs qu'on essaie de véhiculer, si on ne va pas jusque-là, il y a une perte de sens, quoi. Et c'est peut-être ce que vous allez essayer d'insuffler dans votre course.
Ouais. Une course un poco loco. Exactement. Ah là là, t'as vu ça? Putain, moi, tout de suite, moi j'ai voyagé. Je sais pas pour toi, Joji, mais là tout de suite. Ah oui, là, dans le coup, t'es transporté. Ouais. Et bah là, incroyable. Parce que la course s'appelle. Poco Loco, du coup. Voilà, tout à fait. Poco Loco. C'est la première course, du coup, que vous allez organiser. En tout cas, première édition. C'est une création. Et. Personne du coup, hein. Pardon? Avec 2 autres personnes. Avec 2 autres personnes, pardon. Ok, bah justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette course? J'allais vous donner la parole. Ouais, bah super. Et en fait, on s'est rendu compte que il y a pas mal de courses d'ultra qui existent, mais ça reste un peu de. C'est mieux que par exemple le Tour de France en termes d'impact, mais ça peut encore être mieux. Et en fait, on se pose les questions. Alors, ce sera pas parfait dès la première édition, mais on espère que petit à petit, on arrivera à mettre ce qu'on veut en place pour un peu faire les standards de ce qu'on aimerait être un peu la course du 21e siècle, c'est-à-dire une course où tu prends pas l'avion pour y aller. Donc, c'est dans notre règlement. Tu t'engages sur l'honneur à ne pas venir ou repartir de la course en avion. Ok, c'était une question que je voulais justement vous poser parce que tu parlais tout à l'heure de ça, de prendre l'avion et sur des courses, je me disais tu peux pas forcément obliger tes participants à venir de telle ou telle manière. Et donc du coup, en fait, si vous l'avez fait, d'accord. Ouais, exactement. Et en fait, on en a discuté avec la responsable développement durable de l'Ecotrail de Paris, qui eux sont vachement engagés, qui ont vraiment des trucs top pour l'environnement. Et en fait, c'est elle qui me disait que 80% du bilan carbone d'un événement sportif ou culturel, ça va être le déplacement des visiteurs, des participants ou des familles. Et donc, si on veut réduire notre bilan carbone sur la Poco Loco, ce qui est notre souhait, pas d'avion et personne qui vient à plus de 1000 km en voiture en venant tout seul dans sa voiture. Ça, c'est fini. Et donc, tant pis, si les personnes de l'île de la Réunion pourront pas venir, ou des Anglais pourront pas venir en avion, ou des Américains. On voit qu'en trail, c'est en train de se faire. Hein. Je crois que c'est Xavier Thévenard qui est un petit peu maintenant, Kylian Jornet aussi, qui refuse d'aller à l'autre bout de la planète pour faire des trails. Nous, on pense que c'est un petit peu ce qu'il faut qu'on pousse aussi. Donc voilà, ça, c'est un côté. Il y a plein d'autres côtés aussi sur l'aspect environnemental et social qu'on aimerait pousser, parce qu'on pense qu'il y a plein de trucs à pousser. Il y a assez peu de femmes en ultra. Il y en a même très peu. Si on regarde les Ironman, c'est ahurissant à quel point il y a peu de femmes par rapport au nombre de mecs. Nous, c'est peut-être quasi notre numéro 1 combat. Et aujourd'hui, on a plus d'inscrits femmes que mecs. Donc, c'est vraiment incroyable d'avoir ça. Ça veut dire que ça porte un peu ses fruits. Donc, on réfléchit en amont et pas juste en offrant des places à qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place en termes d'organisation pour favoriser ça. Et puis après, sinon, sur la Poco Loco même, le but, c'est de proposer une course avec des paysages de tarés. Donc là, on a 3 parcours. On a 700 km, sur route, 700 km en gravel et 1700 km sur route. Sur la 1700, je compte même pas le nombre de plus beaux villages de France ou d'Espagne par lesquels on va passer, parce qu'il y en a vraiment énormément. Donc vous avez savamment travaillé les traces, quoi. Exactement. Sur la 700, pareil, le parcours magnifique, que ce soit sur route ou gravel. Et ça, moi, je suis très personnellement, je suis passionné de géographie. Donc, j'ai des cartes avec des points d'intérêt, etc., quasi partout en France. Je saigne toutes les cartes d'office de tourisme, de tout ce que tu veux. Je vais rechercher des renseignements à droite à gauche. Et il y a vraiment une garantie que la course va être vraiment très très lourde en termes de paysages, de vues panoramiques, de villages. Le but, c'est de faire ça. Et puis petit à petit, nous, ce qu'on aimerait bien mettre en place, par exemple, c'est des checkpoints chez des producteurs, des artisans locaux
ou en même temps, exactement, plutôt que sur une course où on va s'arrêter, vous l'avez peut-être vu vous sur le Biking Man, où on va s'arrêter au Carrefour ou au Lidl pour faire les courses, on se dit ce serait ouf qu'on puisse s'arrêter en fromagerie et que on s'arrête dans une coopérative. En fait, le checkpoint est dans une coopérative et du coup, tu es amené à essayer les produits. Voilà, c'est un peu notre vision. On n'arrivera peut-être pas à tout faire dès la première année parce qu'on est une petite équipe et qu'on va avoir besoin de partenaires et tout. Mais pour l'instant, c'est sur de bons rails et franchement, je pense que ça promet une vraiment putain de belle édition. Et vous allez rejoindre... Ouais. Comment ? Pardon ? Non, j'ai pas entendu ce que Constance a dit. J'ai dit, et puis on y croit à ce projet. Donc, dès que tu crois foncièrement à ton projet, je pense que ça roule sur de meilleurs rails. Ouais. Et vous allez rejoindre, du coup, de quelle ville à quelle ville ? Alors, on va rejoindre Montpellier à Barcelone. Ah, Montpellier. Exactement. C'était pas innocent, Je le cette savais. question. Tu le savais, c'est pour ça que tu poses la question. Coup dur pour toi parce que maintenant tu peux plus faire marche arrière. Je vais m'inscrire, c'est ça. Je vais entraîner un ou deux là. Ça part de chez toi, du coup ? Et ouais, en fait, c'est le 9 octobre. On a pris Montpellier et Barcelone parce que c'est des villes facilement accessibles en train aussi, et que Barcelone après tu peux facilement revenir à Montpellier. Donc que ce soit la 700 ou la 1700. Pareil, le délai c'est de 8 jours maximum. Donc en 700 km, tu vois, c'est un peu moins de 100 km. Donc ça laisse aussi, c'est une des grosses volontés de notre organisation, c'est de pouvoir permettre aux gens qui se sentent pas forcément ultra, de leur montrer que si en fait tu peux faire 700 bornes en une semaine, c'est possible. Voilà, les personnes qui ont déjà fait 100 bornes et qui arriveraient à enchaîner plusieurs jours, et au final ils arriveront à rejoindre Barcelone depuis Montpellier. C'est ok, quoi, ça se fait. Ouais, c'est fou, quoi. Enfin, je pense que toute personne, vous me direz, mais toute personne qui a un peu fait un ultra se rend compte qu'en fait les possibilités après à vélo, les distances c'est plus du tout la même. Ça change tout, quoi. Ah oui, c'est sûr, mais tu sais pas. Si tu le fais pas pour une première fois, tu sais pas que tu es capable de faire ces distances-là sur toute une journée. Ouais, et exactement. Voilà. Et après, puis on se dit aussi que ça fera un beau c'est aussi comme ça qu'on l'a prévu début octobre, c'est que on se dit les gens peuvent profiter de l'été et puis ils reviennent pour 5-6 semaines de prépa. Voilà, ils ont bien profité. Ils se sont pris des bonnes pintes avec le Pinta Club. Et puis ils se remettent en septembre tranquillement. Et puis voilà, début octobre. Et c'est encore les beaux jours aussi. Ouais. Donc du coup, tu vois, tu vas pas normalement, sauf cas extrême, mais tu vas pas avoir un temps horrible. Donc tu vas avoir le temps de vraiment profiter de la beauté des paysages et au moins tu touches et les gros compétiteurs, on va dire ceux qui vont vouloir bombarder pour faire le moins de temps possible, et ceux qui ont aussi l'envie de s'inscrire à une course, mais pour être en détente, profiter du paysage, s'arrêter en terrasse, manger des tapas typiquement. Donc c'est vraiment le côté, ça touche tout le monde. Ouais. Et du coup, gros point d'honneur sur la soirée et les repas d'arrivée, quoi, parce que à Barcelone début octobre, le climat il est encore top. Et puis là, je pense qu'on va se régaler. Et puis après, ce sera l'occasion de ranger le vélo dans l'année d'après, quoi. Mais du coup, comment, vu que c'est pas une boucle complète, comment ça s'organise ? On part de Montpellier, donc j'imagine que les gens arrivent avec des affaires, on va dire de civil, quoi, une valise et des habits normaux. Comment vous gérez cette organisation-là ? Ouais, alors c'est un peu comme sur l'organisation classique d'ultra, donc c'est un peu la particularité. Pareil, on pourrait avoir comme le font certaines courses, un van qui te déplace toutes tes affaires de l'arrivée, enfin du départ à l'arrivée. Ça a un impact et on a calculé que si les personnes à l'arrivée vont juste prendre un t-shirt et un short par exemple, comme ce qui se fait du coup sur la plupart des courses d'ultra, l'impact il est quand même plus faible que ton carburant pour 700 bornes pour 3 camionnettes qui ont été nécessaires pour descendre les housses de vélo, etc. de tout le monde. Donc soit les personnes les laissent à Montpellier, vous dans votre cas j'ai cru comprendre que ce serait pratique. Ouais, plutôt. Et puis vont prendre le train en cuissard sexy ou avec
un short glané dans un Desigual à Barcelone ou pas. Ah non, jamais de la vie. Mais voilà, en général, en fait, sur les courses d'ultra, c'est comme ça. Les personnes arrivent et puis ils achètent un short maillot, un t-shirt et puis ils repartent au départ comme ça, quoi. C'est ça. On n'est pas encore à fond dans la culture ultra. Nous, c'est hôtel 5 étoiles, spa. Ok. Donc, et en termes de dénivelé positif, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que proposent ces 3 traces? Alors, sur la trace de la 700, ça, je peux te la confirmer parce que elle est 3000. Non. C'était pas... Non, sur la trace de la 700, ça, je peux te le confirmer parce qu'elle est validée. On est à environ 10 000, 12 000 de dénivelé. Ouais, c'est. Après, tu traverses. C'est concentré, hein. Tu traverses les Pyrénées. Ouais, tu peux pas passer à côté, quoi. T'es obligé d'avoir. On pourra pas faire plat, quoi. On peut pas esquiver, quoi. Et sur la 1700, il y a encore quelques surprises qui sont en train d'arriver. Donc on confirmera ça dans les. Ça peut monter jusqu'à 30 000. Non, ce sera de l'ordre de 20 000. On est à plus de 20 000. Oui, ça va. Non, mais la trace de 2007. Le 1700, on a quelques vaillants courageux et courageuses qui se lancent dedans et ça va vraiment être un truc chouette aussi. Et donc c'est. La gravel, c'est 15 000. 15 000. Ouais, 15 700. Gravel, c'est 15 000. Ok, non, pas gravel. Et la trace 2700, j'ai vu qu'elle passait pas mal du côté des Landes, non, c'est ça? Exactement. Ouais. Ça fait un très grand tour. Ouais, ça fait un C en gros. On s'est dit que les personnes, voilà, c'est aussi hyper chouette de se dire j'ai fait la Méditerranée, je suis passé à l'Atlantique et me revoilà à la Méditerranée, incroyable, quoi. On passe sur la 1700, on va monter direction le Cantal, l'Aubrac, en passant par le Larzac, par Rocamadour pour pas le citer. Et ensuite, en fait, on s'est dit que les Landes, ça va être intéressant parce que discussion avec plusieurs personnes du monde de l'ultra et souvent en ultra, c'est le plus de dénivelé possible. Et en fait, il y en a qui aiment bien le plat. Et en plus, ça ajoute un vrai côté stratégique parce qu'il y a peut-être un petit peu plus de monotonie, on va dire, en termes de vitesse. Mais c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Et donc, c'est quelque chose un peu sur lequel peuvent jouer certains et certaines cyclistes. Et du coup, intéressant d'avoir cette partie-là en plein milieu. Ça permet de enfin les prolongues. Ouais. Thibaut, il se renseigne, hein, et t'as vu, il se renseigne sur le 1700. Il s'est inscrit déjà, je crois. Ouais, ça permet des strates de course différentes. Juste avant la fête de la bière. Juste avant la fête de la bière. Oui, quelles sont les dates exactes? 9 octobre. De la fête de la bière 9 octobre. Le 9 octobre. 9 octobre. Alors, Okay. Tu dois poser tes congés à partir du 11, du lundi 11, et du 9 octobre, et après, délai 8 jours pour arriver, donc jusqu'au week-end d'après, quoi. Ok. Le départ sera donc... un samedi matin, donc comme ça, on laisse aux gens le temps d'arriver le vendredi. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Exactement, elles viennent d'être ouvertes, ouais. Donc on invite tous nos auditeurs qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure, qui n'ont jamais fait d'ultra mais qui voudraient tester, de faire la course. Et ceux qui en ont fait aussi. Et ceux qui en ont fait aussi. Et ceux qui aimeraient se frotter aux 1700 km et aux 20 000 et quelques de D+, ils peuvent aussi. Juste peut-être une dernière question sur la course. On est d'accord que c'est en totale autonomie. Et en totale autonomie, d'autant plus qu'il n'y a pas d'équipe de course qui va suivre sur de staff, un peu comme au Biking Man et Race Angels qui vont suivre la course. On est vraiment en totale autonomie là pour le coup. Alors vous êtes en totale autonomie. Côté photographe, vidéo, etc. Il y aura peut-être de ça on le garde un petit peu en surprise, donc on va pas en dire trop sur ce côté-là. Mais il y aura pas d'arbitre de course. De toute façon, c'est équipé de systèmes de tracking.
Donc voilà, il n'y a pas d'arbitre de course. Vous êtes en autonomie, ça veut dire pour peut-être des personnes qui nous écoutent et qui savent pas trop, c'est vous vous arrêtez quand vous voulez, manger, dormir, boire, ce que vous voulez, et vous avez le droit en fait de manger où vous voulez, à partir du moment où tous les autres participants et participantes peuvent avoir les mêmes opportunités. Donc, si vous avez quelqu'un de votre famille qui vous apporte à manger, c'est pas équitable par rapport aux autres. Par contre, si vous arrêtez à la coopérative de fromage du coin, tout le monde peut. Voilà. Ou ça, tu disais, Thibaut ? Un McDonald's, par exemple, ça, tout le monde a accès. Là, t'es disqualifié. T'es disqualifié pour cette On course. a dit la coopérative à fromage. Un McDo, c'est Il pareil. n'est pas du tout prêt. Ah bah non, mais je peux pas la faire, la course, alors, c'est pas possible. Exactement. Non, mais chacun s'arrête où il veut, où elle veut. Ok, merci beaucoup. On encourage en tout cas tous nos auditeurs qui souhaiteraient faire cette course de s'inscrire. Le site, c'est pocoloco.cc, si je me rappelle bien. C'est exactement ça. Parfait. Bien révisé. Et où est-ce qu'on peut... Ou à nous poser toutes les questions même sur Instagram, hein, c'est le même compte, pocoloco.cc aussi. Que ce soit Instagram, Facebook, mail, où vous voulez. Très bien. Ou même à nous, à Kokogi Challenge aussi. Voilà, ça c'est Kokogi Challenge, c'est votre Insta. Kokogi, c'est ça? Exactement. Sur Instagram. Kokogi Challenge. Ouais. Kokogi Challenge, parfait. Et pareil, c'est ce qu'on dit de manière générale, mais nous, c'est aussi ce qui nous a permis de nous y mettre. Personnellement, j'aurais jamais pu me mettre à l'ultra sans Thierry et Thibaut Morgando pour pas les citer, Christophe Antonoff aussi, donc des gars de Grenoble. Aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines personnes qu'on a un petit peu mis le pied à l'étrier aussi, et d'autres qui sont encore, enfin qui nous posent des questions, etc. Et nous, mais avec immense plaisir, quoi. C'est vraiment un des trucs qu'on trouve ouf avec l'ultra, c'est les gens, ils sont tout le temps en train d'essayer de s'entraider, etc. Donc, s'il vous plaît, si vous avez même l'ombre d'un doute ou que vous vous dites, est-ce que moi, ça pourrait être possible, contactez-nous, on s'en parle, et que ce soit ultra ou n'importe quoi, ou un 10 km, et on s'en parle, et vous allez voir que vous êtes possible de trucs de fou. Vous pourrez aider à lever tous les doutes. Exactement. T'as oublié une dernière question. La question la plus importante, Thibaut. La question la plus importante, je crois que évidemment. Joji, c'est pour toi. On voit que vous aimez bien la mousse. On voit avec la caméra parce qu'on voit la caméra. Bien sûr. Quelle est votre bière préférée ? Vous avez le droit d'avoir une bière préférée. Moi, c'est la grande classique, la chouffe. Oula, chouffe, oh là ça là. tape quoi. C'est la grande classique qui tape. C'est pas la première fois qu'on nous la vrai. cite, effectivement. Sinon, plus local, la Touria. Je sais pas, c'est la bière de Valence qui est vraiment bien bonne. Et en fait, la Touria, c'est le parc qui est juste à côté de chez nous. La Touria, très bien. On voyage encore une fois. Moi, je fais un peu des infidélités à la bière ces derniers temps. La sangria. Là, on apprend un peu à faire avec un peu moins d'alcool. Mais en Espagne, il y a beaucoup de bières sans alcool qui se font. Alors, ça va en faire sursauter plus d'un. Pourquoi faire Mais on commence à pas mal boire de bière sans alcool, et en vrai, on trouve ça plutôt cool. Donc, une Estrella sans alcool ou une San Miguel sans alcool, ça passe nickel. Elles sont bonnes, les toastés. Ok. C'est validé. Merci. Une Renarde, par exemple, eux qui sont dans le trail. Pour ceux qui Run, R-U-N, apostrophe hard. C'est les bières des trailers sans alcool. Tout à fait. Top aussi. On nous en a parlé. Jamais goûté. On n'est pas trailer en même temps. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'elles se boivent pendant les courses aussi. Du coup. Ah, bah voilà. Ça, c'est bien. Exactement. Et donc nous, est-ce qu'on peut nous retrouver? Où est-ce qu'on peut nous retrouver, Alors, très Jean-François bonne question, Thibaut, merci de me la poser. Vous pouvez retrouver le club sur pptc_tri sur Instagram. Tout à fait. Et pptc-tri sur Strava. À Parfait. moins que ce soit l'inverse, je vous laisse regarder. On vous laisse chercher. Et vous, vos bières préférées? Ah, oh là là, Ça, c'est une bonne question. on est pris. Moi, c'est la Jupiler. Bière belge de base, bière de soif, la Jupi, je dis oui. Il faut faire de rime derrière. Hein. C'est vrai. Moi, je suis très Brewdog en ce moment et j'ai pas le jeu de mots qui va avec. Brewdog, qui dit quoi? Je sais pas. Moi, je vais la jouer facile, c'est la Gallia parce que
Parce On n'a pas le droit de le dire. parce qu'ils nous Nous accompagnent sur nos maillots. Tout à fait. Et puis voilà, je connais un peu un des fondateurs, donc voilà. Vive la Galia. Tout à fait. Bah, merci encore en tout cas pour Ouais, vos- merci merci beaucoup pour beaucoup. votre temps, c'était super. pour avoir Nous, partagé alors, ces, Cool. ces retours Merci à vous, d'expérience. très bon échange. Ouais, vraiment trop cool. Vraiment trop cool. Et continuez comme ça, les gars, c'est vraiment top ce que vous faites. C'est gentil, Merci. merci beaucoup. Bon, je pense on aura l'occasion de se recroiser, j'espère. Tout à Peut-être fait. sur la Poco Loco. Ouais, bon, de toute façon, on se recroise au plus tard en octobre. Facile. Très Ça bien. marche. Très bien, Bon, très bien. merci à vous. Et n'oublions pas que le plus important, Bien sûr. c'est le club. C'est le c'est club. le club, entendu. bien sûr. Merci à tous. Au revoir. Salut. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.